Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série de Restons polis, l'émission, le podcast même qui vous explique la politique simplement en 15 minutes, 15-20 minutes à peu près. Pour ces hors-séries, on fait un petit peu plus long et comme chaque semaine, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien. Alors, nouvel épisode sur la Constitution, l'épisode 2. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1, je vous invite à le faire. Vous comprendrez peut-être un peu mieux tout ce qu'on va dire, puisque dans ce deuxième épisode, on va attaquer directement par le titre 3, intitulé « Le gouvernement » et l'article 20 de la Constitution, qui nous dit, je vais lire juste la première phrase, eh bien tout simplement, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Bon, je ne sais pas s'il y a grand chose à dire dessus. Il dispose de l'administration et de la force armée, voilà, je pense que... Et il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues à des articles suivants. Ça résume assez bien, en fait, hein, c'est... Voilà, c'est tout simplement pour dire que le gouvernement, c'est l'exécutif, dans la fameuse séparation des pouvoirs qu'on apprend à l'école. Dans l'esprit des lois, voilà, c'est dire que le gouvernement, c'est l'exécutif, tout simplement. Il y a quand même un truc important qui dit que... La responsabilité ? Non, c'est pas tant ça, c'est disons qu'il est responsable de l'administration et de la force armée, ce qui veut dire que le service public et l'armée sont à son service, et non pas l'inverse. C'est vrai. Passons à l'article 21. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois sous réserve des dispositions de l'article 13. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. Il est suppléé le cas échéant. Il supplée le cas échéant le président de la République, je vais y arriver, dans la présidence des conseils. Et il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Voilà, c'est le Premier ministre, c'est-à-dire c'est l'homme du président de la République à la tête du gouvernement, d'où la relation un petit peu exclusive qu'il y a entre le président de la République et le Premier ministre. C'est-à-dire que le Premier ministre n'est pas simplement un chef d'équipe, c'est véritablement le représentant constitutionnel du président à la tête du gouvernement. D'où le fait qu'il peut parfois le suppléer dans ses tâches, et d'où le fait que la nomination d'un Premier ministre est souvent assez importante, peut-être même plus sur certains sujets que le ministre nommé directement. Et oui, c'est que si le président est la clé de voûte de la 5e République, le Premier ministre, c'est celui qui a un peu les mains dans le cambouis et qui est véritablement à la barre. C'est l'homme du président. Pour faire simple, c'est-à-dire que comme le Premier ministre est le premier responsable devant l'Assemblée nationale, en gros, c'est vraiment cette idée qu'il est la roue de transmission du président de la République. Je vais passer brièvement sur l'article 22, je vais vous le lire, il tient en une phrase. Les actes du Premier ministre sont contresignés le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. Donc si vous faites un truc sur la politique de l'Intérieur, c'est le ministère de l'Intérieur, sur l'écologie, le ministre de l'écologie, etc., etc. C'est une question de responsabilité. Ah, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Article 23. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Tout simplement pour éviter les conflits d'intérêts. Un ministre qui ferait une loi pour un autre emploi qu'il aurait et qui pourrait lui profiter. J'ai un peu fluorisé cet article-là avec un LOL, personnellement, parce que tout de même, on remarque que des ministres de la culture viennent parfois du monde de l'édition, des ministres de la justice viennent parfois de la profession d'avocat, etc., etc. Bon, je sais pas ce que t'en penses, toi, Nemo ? Disons que c'est beaucoup de mots pour dire qu'ils peuvent être maires.
Parce que ils sont incompatibles avec C'est vrai. toute fonction de représentation professionnelle. Et on a bien rajouté à caractère national. Enfin, voilà, c'est... Oui, alors évidemment, ça garantit une incompatibilité de fait sur le moment, mais pas avant, pas après, et ça ne traite pas la question des influences. Après, est-ce vraiment la place de la Constitution et pas plutôt de son application ? Là, c'est un débat. Effectivement. Continuons et passons au titre 4 avec le Parlement. L'article 24, plus exactement. Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement et il évalue les politiques publiques. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat, les députés, ça. Je ne vais pas tout faire, mais disons que ça précise un peu la composition du Sénat et de l'Assemblée nationale, et ça rajoute une petite chose que je me suis fluorisé. Les Français établis hors de France sont représentés, eux aussi, dans ce Parlement. À l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là. Pour le coup. Article 25, donc, qui précise qu'une loi organique vient fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre, les indemnités, les conditions d'éligibilité, on passe à la suite, Nemo ? Oui. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est comme pour le gouvernement, ces articles en fait sont des définitions et des grands principes. L'article 26, par contre, est un petit peu plus intéressant, puisqu'il nous dit qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Et oui, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour ses idées, ses votes qu'il aurait fait dans le cadre de la représentation nationale. Pour résumer aussi, cet article 26 vient définir ce qu'on appelle souvent l'immunité parlementaire. Oui, et puis ça définit le fait... Bon, après, il y a d'autres précisions, notamment en matière criminelle, correctionnelle. Comment on peut faire pour arrêter un membre du Parlement, comment dirais-je... il y a le fait qu'il soit interdit de détenir en prison des membres du Parlement, ou en tout cas sans des accords, etc. Ça vient valider le fait que les députés et les sénateurs sont des représentants de la République et qu'à ce titre, ils ont droit à une protection parce que sinon, c'est trop facile de faire pression sur une centaine d'individus ou quelques centaines d'individus pour diriger ça comme on veut. Donc c'est vraiment... l'immunité, ouais, c'est exactement ça. C'est une contrebalance nécessaire pour assurer l'indépendance des institutions parlementaires à l'égard de l'exécutif, qui, rappelons-le, dirige les forces armées et donc aussi les forces de police. On passe à l'article 27 qui dit que tout mandat impératif est nul, le droit de vote des membres du Parlement est personnel. On peut avoir des autorisations exceptionnelles de délégation de vote, voilà, à l'exception de nul ne peut recevoir la délégation de plus d'un mandat. Je précise juste pour cet article 27, puisque ça me semble intéressant de noter, donc tout mandat impératif est nul, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je me présente en tant que député ou en tant que sénateur et je vais voter ça et pas autre chose, voilà, on n'est pas sanctionné parce qu'on a voté, on a changé d'opinion entre-temps. Et aussi, le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Eh bien oui, en fait, c'est un représentant, un ou une représentante du peuple, donc il vote en son nom et pas forcément au nom d'un parti ou que sais-je. À noter que le Sénat, il y a des procédures au Sénat pour la délégation de vote et c'est quand même complexe. Voilà, on s'arrange bien sur le côté exceptionnel de la délégation de vote. Alors l'article 28, lui, va un peu préciser ce qu'on appelle les séances parlementaires. Donc je vous lis quelques phrases qui me semblent intéressantes à savoir, ne serait-ce que pour briller en société en ces fêtes de fin d'année. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Donc voilà, tout simplement, quand est-ce que c'est les vacances pour un parlementaire ? C'est de fin juin jusqu'à début octobre, ce qui, c'est vraiment un nombre de séances ordinaires. Ça précise aussi qu'il peut y avoir des séances extraordinaires. Ça vient dire, voilà. Ce qui a lieu chaque année. Effectivement. Chaque année. Ouais. C'est la session extraordinaire du Parlement. En réalité, les vacances parlementaires sont plus au mois d'août, en général de juillet-août.
C'est ça, et justement l'article 29 peut préciser ces points-là. Je sais pas si tu veux... Non, c'est pas très intéressant parce qu'au final, c'est une pratique parlementaire assez classique, on va dire. C'est juste ça évite les abus, notamment le fait de pouvoir surréunir le Parlement, de pouvoir le convoquer quand on veut, etc. Il y a quelques règles, mais en réalité, le gouvernement a largement la main sur les ordres du jour parlementaires. Voilà, en fait, ça explique justement un système d'ordre du jour qui tourne. Alors pour les sessions ordinaires, en tout cas, voilà, c'est ça. Et je vais peut-être passer à l'article 30 au passage. Oh, tu peux même aller au 31. Allons directement au 31, parce qu'effectivement, le 30 là. Hors de quel cas le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret. Bon, voilà. 31, les membres du gouvernement ont accès aux 2 assemblées, ils sont entendus quand ils le demandent. Donc c'est simplement que le gouvernement peut défendre ses projets de loi devant le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Il peut aussi se faire assister par des commissaires du gouvernement, quand il y a des questions techniques notamment. Hein. On s'arrange. En vrai, on s'arrange. Hein. Il serait très malvenu pour une assemblée de limiter l'expression des membres du gouvernement devant elle. Les assemblées sont même en général assez contents de voir que les ministres répondent à leurs questions. Donc voilà, c'est juste. En fait, cet article il précise juste un point, c'est que normalement l'accès aux assemblées, enfin à l'Assemblée nationale et au Sénat, sont strictement encadrés par la loi. N'importe qui peut pas rentrer dans l'hémicycle ou s'exprimer dans l'hémicycle. Et donc cet article-là vient dire tout simplement que le gouvernement, lui, a le droit de par sa fonction. Et il peut être entendu quand il le demande. Donc quand le gouvernement souhaite s'exprimer, il peut le faire. L'article 32 qui précise en fait les mandats des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Article 33 qui précise que les séances des 2 assemblées, elles sont publiques et on peut lire le compte-rendu intégral des débats dans le journal officiel, mais chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième des membres, donc soit de l'Assemblée nationale, soit du Sénat. Voilà, c'est quand même important de le dire, ce qui arrive dans les questions de défense généralement. Oui, voilà, c'est le secret défense, et pour le reste, ce serait très malvenu, surtout aujourd'hui avec les moyens technologiques. Alors, ces articles n'ont pas été écrits pour la VOD et les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. Non. Donc là, c'est vraiment une question de sûreté nationale, plus qu'autre chose. Titre 5 des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Alors, c'est un titre c'est un passage qui est compliqué, je trouve, parce qu'il est très dans la procédure, dans la... avant d'attaquer l'article 34, je sais pas ce que tu peux en dire, toi, Néo ? Oui, en fait, là, on arrive à un gros morceau, c'est-à-dire, là, c'est le diable est dans les détails. Là, jusqu'à présent, quand on définit le gouvernement, quand on définit le Parlement, c'est des grandes définitions, c'est des grands principes. Là, on arrive dans un côté un peu plus juridique, un peu plus précis. C'est par exemple l'article 34, ça parle d'assiettes, de taux et de modalités de recouvrement des impositions de toute nature, de comment on émet la monnaie. Donc voilà, ça c'est pas forcément hyper intéressant, en tout cas à connaître, parce que c'est tout simplement des relations qui existent au niveau juridique. Ce qui est important de voir, c'est effectivement quels sont les rapports de force, qu'est-ce que peut faire chacun des 2 côtés. Et je pense qu'on en arrive assez vite à quelques grands articles assez intéressants, plus qu'à vraiment un ensemble d'articles qui seraient tous hyper importants. Oui, voilà, on va pour résumer l'article 34, il vient dire ce que la loi en fait vient encadrer, tout simplement. Donc, tu as parlé effectivement des questions d'imposition, ça peut être les crimes et délits, la nationalité, le régime électoral. Ça détermine des principes fondamentaux, sur l'organisation générale de la défense, de l'administration, de l'enseignement, etc. Mais ça ne rentre pas dans les détails de ces choses-là, de ces principes fondamentaux. Ça donne un cadre, mais après, c'est aux institutions idoines de travailler. On passe du coup peut-être... Ça sert aussi à dire que la loi régit pas les opinions, notamment. Oui, c'est vrai. Oui, tu as tout à fait raison. Est-ce qu'on passerait pas à l'article 35 qui est quand même pas utilisé tous les jours ? Ouais, alors vite fait, l'article 35 et l'article 34.1 qui précise que les assemblées peuvent voter des résolutions. Une résolution, c'est un texte non contraignant pour le gouvernement qui sert à dire à l'Assemblée nationale ou le Sénat pense ceci. C'est un argument d'influence plus que de véritablement un acte législatif, mais c'est une sorte de modération, ce qui permet à une assemblée ou un Sénat d'exprimer une opinion sans que c'est un impact politique ou juridique majeur.
et c'est précisé dans la Constitution, et c'est plutôt pas mal comme outil. C'est un outil de modération lorsque les sujets et les débats s'enveniment. Ça évite les blocages et les crises politiques. Voilà, au moins l'Assemblée a mis son point, après le gouvernement prend ses responsabilités, mais si l'Assemblée veut un jour exprimer quelque chose, elle peut mettre une résolution, ce qui permet de déclencher un débat apaisé, puisqu'il n'y a pas d'enjeu au final, mais ce qui permet de débattre d'un principe et de débattre d'un sujet. Oui, sans renverser un gouvernement. Voilà, ou sans changer la loi, quoi. Article 35, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. C'est pas tous les jours qu'on lit des phrases comme ça. Et oui, et c'est pas le président de la République à la télé qui vient dire que nous sommes en guerre. Non, c'est le Parlement qui déclare les guerres. Alors, il déclare les guerres, mais c'est intéressant, c'est que le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. Je trouve ça assez cocasse de... Par exemple, voilà, l'armée française a attaqué je ne sais quel pays, eh bien, elle a 3 jours pour informer le Parlement et que la déclaration de guerre soit autorisée par le Parlement. Alors non, en fait. C'est-à-dire qu'une déclaration de guerre, c'est pas la même chose qu'une intervention armée. C'est-à-dire une déclaration... Oui, t'as raison en plus. Une déclaration de guerre, c'est la France déclare la guerre à tel pays. Par contre, si jamais on intervient, comme par exemple au Mali, pour intervenir sur un conflit parce qu'on estime qu'il y a un intérêt, etc., le gouvernement peut le faire. Il doit juste en informer, c'est-à-dire il doit dire au fait on a fait ça au Parlement au moins 3 jours après. C'est une question de publicité des décisions du gouvernement, ou qu'au moins les commissions afférentes soient au courant. L'idée là n'est pas de cacher la guerre au Parlement, de toute façon cacher une guerre, voilà, mais c'est juste que c'est un devoir d'information du gouvernement. Et ça reste la prérogative de l'exécutif de décider de l'intervention des forces armées, ce qui est cohérent avec ce qu'on disait plus haut, à savoir que le gouvernement est responsable des forces armées, c'est pas le Parlement qui l'est. Oui, t'as raison de me corriger, parce que oui, effectivement, on parle bien d'intervention des forces armées à l'étranger et non sur son sol, ce qui n'est pas exactement la même chose. Oui, effectivement, l'article... On n'a pas besoin d'être en guerre avec le Mali officiellement pour intervenir au Mali. C'est ça, surtout qu'on ne visait pas les Maliens. Voilà. C'est un article qui précise un peu si la durée de l'intervention excède 4 mois, il y a le gouvernement doit soumettre sa prolongation au Parlement, etc. Voilà, c'est vraiment l'Assemblée nationale qui doit décider en dernier ressort, en tout cas au maximum. À noter que cet article fait souvent l'objet d'assez vite de tensions entre le Parlement et le gouvernement, puisqu'en cas d'intervention, le Parlement est quasiment réduit à l'impuissance, puisque 4 mois c'est très long dans un conflit, et même il doit voter, c'est très compliqué à un gouvernement de casser les pieds ou de casser les pattes à un gouvernement en lui refusant une prolongation, parce que ça suppose de faire revenir les forces armées de manière brutale. Donc c'est vraiment le gouvernement qui a la main en fait sur ce genre de choses. On continue sur cet air un peu guerrier avec l'article 36 qui dit que l'état de siège est décrété en Conseil des ministres, donc là toujours pas le Parlement, et que ça peut être la prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que et uniquement que par le Parlement. À noter que la prorogation n'a pas de limite. Il a été question d'un état de siège sanitaire pour le Covid et que il a été créé pour ça. Enfin, le terme état de siège est très vague quand même. Oui, il est pas défini. C'est peut-être il y a pas de petits trucs comme ça qui sont pas définis. Après, ça a été rédigé dans les années 50-60. Donc on pense évidemment à l'état de siège, c'est des soldats qui débarquent dans les villes françaises. Voilà. Je sais pas si tu veux revenir sur l'article 37. Ah si, pardon. Le 37.1 est intéressant, c'est juste qu'il dit qu'en fait on peut autoriser par la loi des dispositifs à caractère expérimental. C'est-à-dire que, par exemple, je crois que c'était des villes qui avaient dit sur l'encadrement des loyers ou des choses comme ça, ou si un jour on veut expérimenter quelque chose, normalement la loi... Le revenu de base, par exemple, dans certains coins. Oui, voilà. Par exemple, si on veut un jour expérimenter ce genre de choses, il est possible de le faire que sur certains territoires. Cette précision est importante dans la Constitution, puisque normalement la loi est nationale. La loi s'applique de la même façon dans tous les territoires de la République. Là, ça dit exceptionnellement, pour des questions d'expérimentation, on a le droit de faire des dispositions à objet et durée limitée. C'est assez intéressant que ce soit précisé dans la Constitution, puisque ça laisse une liberté juridique qui peut être assez appréciable dans certains cas.
Article 38, le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on a redécouvert avec les ordonnances Macron. C'est-à-dire que pendant un temps limité, le gouvernement peut demander au Parlement d'autoriser à faire plein de choses qui sont d'habitude dans le domaine de la loi. À noter qu'avec l'article 38, on arrive sur les articles 38, 39, 40, on arrive sur vraiment des articles intéressants et très importants. L'ordonnance, évidemment, c'est quelque chose que le Parlement n'aime pas. Parce qu'en général, c'est une délégation d'écriture, c'est-à-dire que le gouvernement délègue au gouvernement l'écriture de la loi, ce qui est normalement la prérogative du Parlement. Après, les ordonnances doivent quand même être votées par le Parlement, mais c'est des questions d'efficacité et c'est quand même une sorte de bypass, pour utiliser un anglicisme. Et il y a clairement ces dernières années une très forte utilisation des ordonnances, sans doute pas dans l'esprit qui avait été prévu dans la Constitution. Oui, mais entre l'esprit et la lettre, il y a quand même une différence. Ah oui, tout à fait. C'est une sorte de chèque en blanc, pour franciser un peu, même si, pour le coup, c'est un chèque en blanc dans un délai limité, il faut quand même le préciser. Eh bien, je te propose qu'on passe à l'article 39. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Eh bien, tout simplement, c'est la différence entre un projet de loi et une proposition de loi. Oui, voilà, une proposition de loi, c'est l'Assemblée ou les membres du Parlement, enfin, c'est les membres du Parlement qui la proposent. Un projet, c'est l'exécutif. Cet article 39 définit comment dirais-je, le départ, en fait, l'initiative des lois, comme il le dit. Comme il le dit très bien, notamment la priorité du Sénat lorsque ça a pour objet l'organisation des collectivités territoriales. C'est vraiment des définitions précises de comment on commence une loi. À noter qu'elle précise notamment que le président d'une assemblée peut soumettre au Conseil d'État, alors on vous renvoie à notre épisode sur le Conseil d'État, avant l'examen d'une loi en commission. C'est la première étape de l'examen d'une loi dans une des chambres, si jamais il y a un membre, en gros, si un député dépose une proposition de loi, que le président de cette assemblée souhaite avoir l'avis du Conseil d'État, il peut le faire. C'est une procédure exceptionnelle, puisque le Conseil d'État juge ou avise, mais il ne juge pas avant que ce soit voté. On peut peut-être passer à l'article 40, les propositions. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Alors Nemo, tu as fait un grand A. Pourquoi tu as fait ce grand A ? Parce que c'est un des articles les plus importants de la Constitution, avec l'article 49, en tout cas pour le Parlement. L'article 40, c'est un éternel débat. Pour tout vous dire, en gros, ce que dit cet article, c'est quand un député propose un amendement, il ne peut pas créer une dette supplémentaire. C'est-à-dire que si jamais la réalisation de son amendement suppose un coût, il doit être capable de dire par quoi il va financer ce coût. Ce qui limite énormément la capacité d'amendement des membres du Parlement. À tel point qu'il existe des membres de la Commission des finances à l'Assemblée nationale qui font des séances où ils se réunissent entre eux. C'est des séances article 40 où ils doivent juger de l'intégralité des amendements, savoir s'ils répondent à cet article 40 ou pas, et bien entendu, quand un député ou une députée se voit retoquer un amendement, c'est-à-dire qu'il ne sera même pas débattu simplement parce qu'il contrevient à l'article 40, en général, il y a des forts débats là-dessus, et c'est vraiment, on retire aux députés la possibilité de toucher au cordon de la bourse. C'est un article extrêmement discutable à ce niveau-là. Effectivement, c'est intéressant de voir que seuls les parlementaires sont soumis à ça, là où les gouvernements ont je dirais tous les droits presque, oui. Mais voilà, Voilà, c'est-à-dire qu'on retire du Parlement la possibilité d'avoir une politique budgétaire propre. Ça se défend, ça se conteste aussi, on va dire. On va passer peut-être à l'article 41 qui vient dire qu'une procédure législative ou qu'une proposition, un amendement qui n'est pas du domaine de la loi, eh bien, elle peut se prendre entre guillemets une sorte de tampon d'irrecevabilité.
et que en cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'Assemblée intéressé, donc l'Assemblée nationale ou le Sénat, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, doit statuer dans un délai de 8 jours, donc à 8 jours pour dire, bon bah cet accord, cette proposition, cette procédure, elle est bonne, elle est pas bonne, voilà. Bah, c'est une protection en fait, Oui, tout simplement. tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que, bah voilà, comme on l'a dit au tout début, en article 38, il y a ce que la loi, les domaines où la loi peut intervenir. Si il y a quelqu'un qui tente de contourner ça, au lieu d'en discuter, d'attendre que ce soit voté pour le retoquer, bah, il y a moyen d'opposer l'irrecevabilité directement. Je crois que c'est quasiment jamais utilisé. Hein, Je sais pas. Plutôt que de dire des bêtises, je m'abstiendrai. Je pense pas, hein, en tout cas, mais c'est quand même assez ouf hein, quand on y pense. C'est-à-dire qu'on peut, sur simple décision du gouvernement, refuser de débattre et de voter d'une mesure. Voilà, je sais pas, à voir, mais je pense pas que ce soit si courant que ça, en tout cas. L'article 42, les discussions des projets de loi en séance. Voilà, commence en fait sur l'Assemblée où a été saisie la proposition. Bon, c'est des questions techniques. Ce qui est plus intéressant en fait, c'est peut-être de basculer directement à l'article 44. Alors, 43, je jette un coup d'œil. Effectivement, on passait à l'article 44. Oula, j'ai beaucoup fluorisé. Les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Bon, jusqu'ici... Rien de bien fou. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements de l'Assemblée et dans le cadre déterminé par la loi organique. Ok. Si le gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Alors Nemo, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, alors en plus oui, on a l'article 44, c'est on commence à rentrer dans les armes nucléaires par procédurales. Exactement. Déjà, voilà, tu l'as dit, un droit d'amendement, c'est le Parlement et le gouvernement qui a le droit d'amender son propre texte, et ça s'exerce en séance et en commission. Les commissions, c'était l'article 43, c'est en gros, au lieu d'envoyer le texte directement en séance publique à l'Assemblée ou au Sénat, il faut qu'il y ait une commission qui l'examine. Et par contre, comme tu l'as dit, en fait, le gouvernement a le droit de s'opposer à tout amendement qui n'a pas été étudié en commission, sans donner de raison, et aussi... en fait, il peut dire à un moment donné, non, en fait, cette discussion-là, elle m'ennuie, donc je vais garder le parti du texte qui m'intéresse, les amendements qui m'intéressent, et on va voter là-dessus directement. Et tout le reste part à la poubelle. C'est ça. Et tout ça peut se faire en un seul vote. C'est l'article 44.2, et du coup, voilà, c'est une première arme nucléaire. À noter que en termes plus français, ça s'appelle tordre le bras. Hein. C'est-à-dire que c'est véritablement le gouvernement, il a un sifflet, il peut siffler la fin de la partie quand il en a envie. C'est un passage en force, clairement, dont il devra payer un prix politique et surtout médiatique, on va dire. Mais voilà, c'est une possibilité. Encore une fois, la Ve République, sa constitution, véritablement place le gouvernement en situation de force par rapport au Parlement. Après l'article 40, vous en avez une nouvelle preuve. Allez, passons à l'article 45. Alors, l'article 45, en tout cas, le premier paragraphe explique un peu le trajet de la loi, hein, l'adoption d'un texte à l'identique. Et lorsque qu'il y a un désaccord entre les deux assemblées, le Premier ministre ou alors les présidents des deux assemblées ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, restant en débat en fait. Et si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, c'est l'Assemblée nationale qui doit statuer définitivement sur un texte. Je résume bien ? Oui, et... Ouais, tu résumes bien, c'est la procédure parlementaire, je crois qu'on en a déjà parlé dans Restons Polis là-dessus. Il y a juste un point qui est très intéressant dans cet article 45, c'est le fait que le gouvernement peut décider d'engager la procédure accélérée, c'est-à-dire de passer de 2 lectures dans chaque assemblée à une seule lecture, et le gouvernement peut le faire sans se justifier, et la seule manière de s'y opposer, c'est que les deux assemblées s'y opposent. C'est encore une fois une prérogative du gouvernement d'accélérer
La lecture de la loi quant aux commissions mixtes paritaires, bon voilà, c'est en gros quand il y a un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui arrive quasiment tout le temps, parce que ça supposerait sinon qu'ils votent à l'identique, eh bien en fait on réunit 9 députés, 9 sénateurs si je dis pas de bêtises, et c'est eux qui déterminent entre, on va dire, la moyenne, le texte final s'ils arrivent à se mettre d'accord, ou qu'ils constatent un désaccord. Ces commissions mixtes paritaires on abrège en CMP, c'est parfois un haut lieu d'un petit peu de bidouillage et de négociation, bien loin. Ouais, c'est effectivement les moments où ça tracte sévère. Voilà, on est loin des discussions en séance publique. Ah oui, tout à fait. Je sais pas si tu veux revenir sur l'article 46. Non, juste dire qu'une fois qu'un texte sort de CMP, il n'y a plus d'amendements possibles, en dehors de ceux du gouvernement. Voilà, une nouvelle fois, le gouvernement garde la main. Non, les articles 46, non, je pense que c'est... non, je pense qu'après, c'est vraiment du distinguo qui est vraiment très particulier. C'est 47, pareil, c'est sur les lois de finances. Ouais, 47, moi je me suis juste noté que on voit le rôle de la Cour des comptes, qui est un truc quand même assez intéressant, dans justement le contrôle de l'action du gouvernement, hein, vraiment ce côté, la Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution justement des finances publiques et de l'application de la loi des financements de la Sécu, etc. Voilà, je trouvais ça intéressant que ce soit mis directement dans la Constitution, j'ignorais personne. Oui, Cour des comptes, c'est défini. Effectivement, sinon dans les 46-47, c'est les lois organiques, les lois de finances, donc on rentre un peu trop dans les détails. C'est ça. Allez, continuons avec l'article 48 qui nous dit, 2 semaines de séance sur 4 sont réservées par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. En gros, une semaine sur 2, c'est le gouvernement qui gère l'ordre du jour au Parlement. Voilà, je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose. Non, ça a été largement diminué en fait, je crois. Ah oui ? Avant, c'était plus que ça. Oui, avant, le gouvernement avait quasi la totalité de la maîtrise de l'ordre du jour. Là, il y a un peu plus loin, tu l'as surligné, une semaine de séance sur 4 est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du gouvernement. Et ensuite, il y a les niches parlementaires qui sont définies dans la Constitution, à savoir qu'un jour de séance par mois est réservé à un groupe d'opposition ou un groupe minoritaire. C'est-à-dire qu'un jour par mois, vous avez un groupe d'opposition qui peut mettre à l'ordre du jour ce qu'il souhaite, ce qui est l'occasion en général de mettre en difficulté les majorités au pouvoir en les forçant à se prononcer sur des textes dont elles n'ont pas forcément envie de le faire. Je l'ai surligné parce que ces 2 points sont intéressants. Ça montre déjà le contrôle du Parlement sur le gouvernement, donc des représentants du peuple sur l'exécutif, et cette séance par mois qui montre cette espèce de mix entre, certes, on dit souvent que la démocratie c'est une tyrannie de la majorité, et bien en tout cas la démocratie française essaye tant bien que mal de prendre en compte les voix des minorités. Oui, une fois par mois. Une fois par mois, voilà. Non, ce que tu noteras que la semaine de séance réservée pour le contrôle du gouvernement, l'ordre du jour est fixé par les assemblées et donc par les majorités de cette assemblée. Oui. C'est effectivement, c'est pour ça que je modère. Et il y a aussi un truc, c'est précisé qu'il y a une séance par semaine au moins qui est réservée aux questions au gouvernement. Questions qui sont notamment, je crois, peut-être plus maintenant, mais qui étaient télévisées à une époque. Les questions au gouvernement. Ouais, ça encore, tu l'as trouvé sur Public Sénat, ça ? Oui, mais il y a une époque, c'était sur France 3, ouais. Où tu avais les questions à l'Assemblée nationale. Ils sont passés de 2 séances par semaine à 1 séance par semaine renforcée. Et on va passer au loup dans la bergerie. Oui. L'article 49. Je lis juste le premier paragraphe et on détaillera un petit peu après. Le Premier ministre, après délibération au Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement ? Alors, en gros, ça veut dire que si jamais l'Assemblée nationale met en jeu, rejette quelque chose qui engage la responsabilité du gouvernement, ça suppose sa démission. Grosso modo, la responsabilité, c'est voter pour moi ou je pars. Voilà.
Et l'article 49, il est connu parce que c'est le 49.3 que je vais lire, c'est-à-dire 49 alinéa 3. Et l'alinéa 3 dit « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, le projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues. Le Premier ministre, et c'est là toute la subtilité, peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. » Et oui, c'est là où c'est hyper tendu, c'est que on voit que l'origine de cet alinéa est d'abord pensée pour les projets de loi de finances ou au financement de la Sécu, mais la dernière phrase de cet alinéa qui ouvre totalement le champ des possibles, c'est assez fou. Alors, à noter qu'à la base, c'était prévu pour tout, hein. Il n'y avait pas de limite au 49.3. Le gouvernement pouvait l'utiliser autant qu'il le veut. C'est la réforme constitutionnelle qui a été faite en 2008, si je ne dis pas de bêtises, en 2009, je ne sais plus, qui a limité ça à un projet de loi ou à une proposition de loi par session. Mais ça veut dire concrètement, c'est le 49.3, hein, c'est j'arrive, je considère que c'est adopté, sauf si vous me virez. Donc c'est un dilemme impossible pour une majorité qui, bien entendu, soutiendra son gouvernement et qui, du coup, en arrive à adopter une proposition de loi malgré d'éventuelles contestations. Encore une fois, c'est le gouvernement qui a l'initiative sur le Parlement. C'est pas pour rien que j'appelle ça l'arme nucléaire, parce que y a plus rien derrière, quoi. C'est vraiment c'est comme ça que ça se passe. À noter que ça peut seulement s'appliquer à l'Assemblée nationale et pas au Sénat. Oui, effectivement. On va passer peut-être, parce que je vois que ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé ce deuxième épisode. C'est long, hein. On va peut-être terminer avant de passer à un autre point et de changer d'épisode, de passer à l'épisode 3, l'article 50 qui vient en fait tout simplement dire qu'une motion de censure, c'est bye bye le Premier ministre et bye bye le gouvernement. L'article 51... 50-1, c'est en gros le gouvernement peut lancer un débat suivi d'un vote qui n'engage pas sa responsabilité. Ça évite la dramatisation et ça permet au gouvernement de lancer un débat sur un sujet d'importance sans qu'il y ait d'enjeux trop importants. Comme les propositions de résolution, au final, c'est pas plus mal, ça calme un petit peu tout le monde tout en permettant quand même de débattre des sujets. Et à noter aussi l'article 51-2 qui indique les missions de contrôle et d'évaluation et les commissions d'enquête de chaque assemblée pour contrôler l'action de l'État. C'est quand même assez intéressant de voir que c'est dès la Constitution qu'il y a ce pouvoir d'enquêter, de faire le bilan de l'action du gouvernement. Je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Tout à fait, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et j'espère que vous avez compris un petit peu l'esprit. Alors, tout le détail, c'est pas forcément très intéressant ou très important, mais vous voyez à quel point, notamment directement dans la Constitution de la Ve République, quand on a un titre qui se met des rapports entre le Parlement et le gouvernement, vous voyez à quel point ces articles définissent les rapports de force, les procédures et comment ça a une influence majeure sur la façon dont la loi est écrite et votée. Tout à fait. Merci beaucoup Nemo. On se retrouve dans Canapé Game les Pyrénées et ensemble on se retrouve dans À Gauche Toute qui va bientôt sortir l'épisode. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce triptyque sur la Constitution. Merci beaucoup à Suzy Q pour le générique. Merci à YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube. Merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. Et merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. À très vite. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.